Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 25 janvier. Impressionnante démonstration populaire et d'unité syndicale pour la défense des retraites. Dans la plupart des grandes villes de France, ils étaient des dizaines de milliers à défiler. Grave incident en revanche à Lille, un pompier blessé par les gendarmes mobiles. Check-up politique et syndical sur le système de santé français autour d'Elisabeth Guigou, mais pas de moratoire sur l'encadrement des dépenses de santé. Jacques Chirac à Dreux tient des propos critiques sur la politique de sécurité du gouvernement. Sur l'île de la Réunion, Lionel Jospin réfute les attaques de la droite. Dans le caboteur échoué près de la Turballe en Loire-Atlantique, un seul marin a réussi à s'en sortir, à survivre. On recherche maintenant les corps des 4 autres victimes. L'événement culturel de la fin de la semaine, les folles journées de Nantes autour de la musique russe, et puis un document inédit dans ce journal sur Shostakovich. Et puis comme chaque jeudi à la fin de cette édition, nous évoquerons la campagne électorale des municipales, reportage d'abord à Rouen, et puis invité de ce journal, Dominique Voynet. L'unité syndicale face aux idées des patrons pour modifier le régime des retraites paraît bien ce soir avoir payé des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Paris, avec à leur tête tous les responsables syndicaux. Reportage Cyril Deveau et Frédéric Basile. Tous ensemble contre le MEDEF, mais chacun dans son coin. Bernard Thibault, CGT, à bonne distance de Nicole Notat, CFDT. Force ouvrière et son secrétaire général, Marc Blondel, un peu à l'écart. L'unité syndicale, oui, mais en ordre dispersé sur le thème des retraites. Intransigeance et violence du patronat sur cette question, il y a une réponse pacifique mais ferme des salariés. Non à l'abandon de la retraite à 60 ans. Il y a des bases de discussion différentes qu'il faut examiner pour assurer effectivement un équilibre, un avenir financier aux différents régimes de retraite. Encore faut-il examiner sérieusement les propositions des organisations syndicales. Également en tête du cortège, Jean-Luc Cazetz pour la CFE-CGC et Alain Deleu pour la CFTC. Nos retraites vont bien. Les 5 confédérations syndicales ont très fortement mobilisé leurs militants. Plus de 50 000 dans les rues de Paris selon les syndicats, 20 000 selon la police. Avec un seul mot d'ordre, ne touchez pas à la retraite à 60 ans. Il faut penser aux jeunes comme vous par exemple. Vous allez cotiser jusqu'à combien de temps? Pendant 25 ans? Et puis vous allez partir à la retraite à quel âge? 70 ans, 80 ans comme dans le temps? Alors en 36, nos parents ils ont gagné toute cette bataille et puis maintenant on fout tout en l'air. Alors ça va plus ça. Bravo madame. Bravo madame. Moi personnellement j'ai travaillé pendant 41 ans. Je trouve qu'arriver à 60 ans c'est inacceptable d'avoir cotisé et maintenant on vous dit vous serez payé qu'à 65 ans. Je suis désolée mais c'est inacceptable. Au milieu des salariés, des fonctionnaires et beaucoup d'étudiants, inquiets comme leurs aînés de l'allongement de la durée des cotisations proposées par le MEDEF. La retraite on en rêve, on veut en profiter. Aujourd'hui ce que propose le patronat, ça veut dire pour la plupart des étudiants qui finissent leurs études vers 25, 24, 26 ans, ça veut dire la retraite à 70 ans. Donc nous, on sera content de profiter de nos petits-enfants à 70 ans, mais ce qu'on préférerait, c'est pouvoir profiter de nos droits à 60 ans, comme tous les salariés aujourd'hui. Unité syndicale retrouvée et plus de 50 000 personnes dans les rues de Paris. La mobilisation n'avait pas été aussi forte depuis l'hiver 95 contre le plan Juppé. À l'époque, le conflit avait duré plusieurs semaines. Et cette mobilisation dans la plupart des grandes villes de France était au moins à l'unisson du rassemblement parisien, entraînant de nombreuses perturbations, notamment dans le secteur des transports. Christophe Nédart, avec nos correspondants, raconte cette journée pour les retraites dans les différentes régions. Tous ensemble dans les rues de Marseille, au moins 30 000 personnes ont remonté la Canebière, ce qui en fait la plus importante manifestation de province. Les transports en commun de la cité phocéenne sont restés à quai toute la journée, ni bus, ni métro, ni tramway. Le métro lillois, lui, a préféré baisser les rideaux. Aucune rame n'a circulé de la journée, même chose pour les bus et les tramways. On ne fait pas grève dans les transports publics quand il s'agit de retraite du privé. Ça n'a strictement rien à voir. Donc je suis ahuri et je trouve que cette grève est stupide. Conséquence, des bouchons dans le centre-ville et sur les grands axes de l'agglomération lilloise. Des œufs sur le siège du MEDEF. À Lyon, les 20 000 manifestants se sont bruyamment fait entendre par le patronat. Comme un peu partout en France, la ville a été privée de transports en commun. L'ouest de la France s'est aussi mobilisé. Ils étaient 5 000 à Rennes, 20 000 à Bordeaux et 15 000 à Toulouse.
L'Est n'a pas été en reste. Plusieurs milliers de personnes ont défilé à Strasbourg, Mulhouse et Nancy. Enfin en Ile-de-France, mieux valait s'armer de patience aujourd'hui. Toutes les lignes RER ont été touchées à l'exception de la ligne A. Des problèmes aussi pour les autres trains de banlieue. Le TGV en revanche a été épargné, tout comme la plupart des grandes lignes. Pas de chance pour ceux qui ont choisi l'avion. Air France a annulé la quasi-totalité des vols courts et moyens courriers à Orly. Vous l'avez vu, dans l'ensemble, ces manifestations se sont déroulées dans le calme. Mais à Lille, les gendarmes mobiles n'ont pas longtemps supporté le face-à-face avec leurs collègues pompiers. L'affrontement a été très violent. Un pompier a dû être amputé de la main gauche. Récit Virna Saki et Dominique Mas. Ça avait pourtant commencé dans une ambiance plutôt pacifique. Les pompiers étaient descendus dans la rue pour réclamer davantage de moyens et d'effectifs. Pendant une quinzaine de minutes, ils aspergent de mousse les CRS déployés sur place. Puis soudainement, les forces de l'ordre chargent à coups de matraque et de grenades lacrymogènes. Un pompier a la main arrachée par une grenade, 3 autres sont légèrement blessés. Une fois le calme revenu, les pompiers sont stupéfaits. Les sapeurs-pompiers sont atterrés d'avoir vu ce qui s'est passé ce matin, que des enfants de la République soient comme ça repoussés sans ménagement par des forces de police qui se sont servis de matériaux extrêmement dangereux apparemment. On est vraiment atterré, on ne peut pas comprendre qu'on en soit arrivé là. C'est inadmissible. Je ne voudrais pas être policier, je ne voudrais pas être CRS ni garde mobile aujourd'hui, et être ici présent sur la place. 4 pompiers ont été interpellés, une enquête judiciaire est ouverte. Les pompiers du Nord exigent des excuses publiques de la part du préfet. Et parmi les motifs de mobilisation aujourd'hui, il y a le refus de l'allongement de la durée des cotisations proposé par le MEDEF. Les manifestants soulignent le paradoxe d'une telle proposition, alors que de nombreuses entreprises écartent les salariés les plus anciens par des systèmes de pré-retraite. En voici 2 exemples recueillis par Séverine Lebrun et Daniel Lévy. À 52 ans, Jean-Marie Paul n'a pas vraiment l'âge de la retraite. D'ailleurs, il est toujours salarié d'IBM, mais son statut est un peu particulier. C'est l'usine dans laquelle j'ai travaillé pendant 30 ans, moins 15 jours, et qui me paye actuellement à 50% de mon salaire à rester chez moi, à rien faire. En fait, Jean-Marie est dispensé d'activité depuis 1999. C'est à l'occasion d'un plan social dans son entreprise qu'il a dû quitter son poste de technicien. Jusqu'à sa retraite dans 8 ans, il touchera donc 7 500 francs par mois sans travailler, une situation qu'il a beaucoup de mal à accepter. J'avais pas du tout l'intention de partir à cet âge-là. D'ailleurs, quand on commence une carrière, quelle qu'elle soit, on pense pas qu'à 50 ans, on va vous dire, bon ben, merci d'être venu, vous pouvez rester chez vous à partir de maintenant. Actuellement, seuls 38% des personnes âgées de 54 à 64 ans travaillent encore. C'est 2 fois moins qu'il y a 40 ans. Car les entreprises, bien souvent avec l'aide de l'État, ont gardé l'habitude de recourir aux pré-retraites. Un constat souligné par tous les experts. Effectivement, les pré-retraites permettaient d'éliminer les anciens qu'on n'avait pas formés pour les rendre adaptables aux évolutions du travail. En deuxième lieu, ça permettait aussi de réduire et les effectifs et la masse salariale. On paye beaucoup moins cher des jeunes qui arrivent que des anciens dans l'exercice d'un métier. Joël Barbe, 57 ans, fait partie de ces anciens qui ont dû laisser leur place aux jeunes. Lui a fait carrière chez Renault. Le secteur automobile fournit le plus gros bataillon de pré-retraités. Comme les autres, Joël a dû faire quelques concessions financières. Perdre quand même 30% de ses revenus, c'est quand même un choix. J'ai accepté choix parce que j'avais plus de 40 ans d'entreprise. Je suis rentré dans l'entreprise moi à 16 ans. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser la place à la jeunesse. Alors quand le MEDEF veut rallonger la durée des cotisations, Joël, lui, parle d'hypocrisie patronale. Il a bien vu son entreprise pousser les plus âgés vers la sortie. Second rassemblement syndical de la journée, mais celui-ci plus restreint et plus officiel. Il s'agissait autour d'Elisabeth Guigou, ministre des Affaires sociales, d'évoquer le système de soins dans son ensemble. En revanche, pas question d'un moratoire sur l'encadrement des dépenses de santé. Voyez le reportage de Nathalie Moisin et Patrick Desmully. Quelques dizaines d'infirmiers sous les fenêtres d'Elisabeth Guigou. Nous pour la santé, pas pour les boursiers. Depuis quelques semaines, une scène qui se répète, et encore aujourd'hui, alors que la ministre des Affaires sociales réunissait tout le monde. Des médecins libéraux aux infirmières en passant par les dentistes. Certains espéraient qu'Elisabeth Guigou annoncerait le gel des sanctions contre les médecins quand les dépenses de santé dérapent.
Ils sortent déçus. Nous avions souhaité, nous, que le délai de travail soit extrêmement bref et surtout qu'il y ait un geste d'apaisement de la part du gouvernement pour que ça signifie vraiment qu'il a la volonté politique d'aboutir. Or, il n'y a ce soir aucun geste concret. Pour la ministre, alors que les dépenses de santé se sont envolées cette année, 35 milliards de francs de plus que prévu, c'est tout le système qu'il faut remettre à plat. Je suis ouverte à toutes les propositions qui permettent d'améliorer le système de régulation, mais il en faut un. Donc ce que j'ai dit, c'est que je n'étais pas prête à supprimer ou à suspendre le système qui existe avant qu'on en ait trouvé un autre. Une volonté de dialogue saluée par les médecins généralistes, en espérant que les discours prononcés aujourd'hui ne restent pas de vaines paroles. Quand tout le monde est autour de la table, et je crois que c'est la première fois que ça arrive, on ne peut parler que de choses sérieuses. Et les choses deviendront sérieuses dans les prochains jours avec la mise en place d'un conseil chargé d'élaborer des propositions avec les personnels de santé. Les blouses blanches au kiné, tout le monde se retrouve en juin pour faire le point. Et l'un des sujets abordés lors de cette rencontre avec Mme Guigou fut celui du risque de désertification médicale en banlieue et dans les campagnes. Les conditions d'exercice du métier de médecin y sont difficiles. Voyez le reportage de Jean-Daniel Flezaquier et Yann Moine dans la Beauce en compagnie d'un médecin qui doit visiter 50 patients par jour. La nuit de garde a été plutôt calme. Le docteur Malmanche a pu se coucher à 1h du matin, mais dès 7h30, il a fallu remonter en voiture. 9 visites ce matin sur les routes de la Beauce et 40 clients qui viendront ensuite consulter au cabinet. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est une moyenne 50. Hors épidémie. 100 km au total par jour avec un tarif de visite à 135 francs qui n'a pas bougé depuis des années. Mais la visite du médecin, c'est un rituel, aussi bien pour les patients que pour le praticien. Ça bouge pas. Puis le traitement, je le tirerai à peu près à la lettre. C'est quand votre opération des artères? En 95. Une partie du folklore a disparu. On ne paye plus aujourd'hui la visite en volaille, en fleurs ou bien encore en pot de confiture. Mais à la campagne, on demande toujours au médecin d'être autre chose qu'un technicien. Il faut savoir endosser plusieurs habits. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Les gens vont plus à l'église, hein, ils vont plus. Le maître d'école, il a démissionné aussi. Donc à qui on demande avis, et même sur des sujets où on n'est pas compétent. Hein. Mais cette disponibilité se heurte souvent à des contraintes administratives. 70 heures pour moi, 35 heures pour un mec qui va décider que j'ai donné 2 suppos en trop. Ah non. Le déjeuner se prend seul en 20 minutes, avant le début du marathon des consultations. Ici, le médecin de famille est vécu comme un spécialiste à facettes multiples. Bonne coloration, une bête à concours. Les 115 francs de la consultation sont loin du tarif des spécialistes. Les mêmes compétences qu'un pédiatre, tout simplement. Ça vous rassure que ce soit lui qui suive à la fois votre fille et vous? Oui, parce que c'est lui qui va la suivre jusqu'à ce qu'elle parte de la maison. Dans leur maison, Christine attendra le retour de Claude jusqu'à 21h30 pour dîner. Elle en a désormais pris l'habitude. C'est quand même un beau métier. Ça, c'est... Ah non, puis j'ai beaucoup d'admiration pour lui, alors... Le jour préféré du docteur Malmanche, c'est le dimanche. Ce jour-là, sur le terrain de foot, il s'appelle Match Pro, un footballeur dont la renommée a dépassé les limites du canton. Le président de la République était à Dreux, en Eure-et-Loire, aujourd'hui. Dans cette ville qui fut un lieu d'engagement très fort du Front National, M. Chirac a eu l'occasion d'évoquer les problèmes de sécurité. Il l'a fait sans ménager le gouvernement. Reportage Véronique Saint-Olive, Gilles Marinet et Alain Location. Il y a 4 ans, Dreux était au sommet du hit-parade des villes les moins sûres de France. Véritable bouillon de culture du chômage, de l'immigration mal intégrée, des jeunes sans repère. Une situation qui perdure aujourd'hui dans certains quartiers. Tout ce qu'ils pouvaient trouver dans le dictionnaire, dans la délinquance, dégradation, vol, agression. On est agressé pour un oui, pour un non, c'est affreux. L'insécurité est actuellement le premier souci des Français. Et à 15 mois des présidentielles, Jacques Chirac entend bien prendre ce problème à bras le corps. Et justement, Gérard Hamel, le maire de Dreux, a lancé avec son équipe une véritable mobilisation. Avec la famille, l'école, la justice, la police, pour un plan global, 80% d'action sociale, 20% d'action pour la sécurité. Ils ont tout expliqué au président de la République. L'action dans les quartiers, au plus près des besoins quotidiens, l'ambition d'amener chacun à participer à sa manière, la vie sociale recréée entre les générations. Et puis dans une salle de classe maternelle, on a évoqué l'accueil proposé à ses parents qui ont perdu toute autorité. En fin d'après-midi, le président de la République, dans un discours très musclé, a donné son analyse de la situation
Une analyse qui est aussi un véritable réquisitoire à l'égard de la politique du gouvernement, une attaque bille en tête contre Lionel Jospin. Le dogmatisme a longtemps brouillé l'esprit de décision. Il a trop souvent neutralisé l'action. Il faut en sortir. Les idées toutes faites, les jugements à l'emporte-pièce, les solutions sommaires et expéditives n'ont plus leur place. Le laisser-faire, la routine, le manque d'imagination, l'enfermement dans les démarches du passé non plus. Face à l'insécurité, Jacques Chirac estime que les Français sont aujourd'hui abandonnés des autorités publiques. Alors le chef de l'État propose sa voix, une voix qu'il appelle à la française. En somme, un programme déjà très complet de campagne présidentielle. Et pendant ce temps, en parallèle, et sans répondre directement au chef de l'État puisqu'il se trouvait à La Réunion, le Premier ministre Lionel Jospin dénonçait l'exploitation politique de l'insécurité. Javid Imbert et Pierre Moscovici étaient nos envoyés spéciaux à La Réunion. Le député maire de Saint-Denis de La Réunion sait recevoir ses hôtes, surtout lorsqu'ils sont comme lui, socialistes. Militants et sympathisants ont été mobilisés. Résultat, ce matin, dans les rues de la préfecture réunionnaise, Lionel Jospin a eu droit à un accueil coloré et même à quelques encouragements. C'est entendu, Lionel Jospin n'est pas en campagne, même s'il n'oublie sans doute pas qu'il était ici à La Réunion, majoritaire à la présidentielle de 95, devant Jacques Chirac. Le programme donc est rien d'autre, c'est-à-dire le développement d'une île qui compte 700 000 habitants, mais aussi 37% de sa population active au chômage, le record national. Tous les élus de l'île ont tenu aujourd'hui le même discours à Lionel Jospin. C'est le monde de la pauvreté, de la frustration, du sentiment permanent de l'injustice et de l'absence d'avenir. Loin de la carte postale idyllique, à La Réunion, près d'un habitant sur 10 perçoit le RMI. Une grande partie de la jeunesse est désœuvrée. Drogue, délinquance, les symptômes sont les mêmes qu'en métropole, comme ici, dans la cité des Camélias. Ici, à l'île de La Réunion, il y a des bandes de mafieux. Visitant un poste de police, une antenne de justice, le Premier ministre est venu ici parler sécurité, le dossier sensible du moment, sur lequel aujourd'hui il répond au chef de l'État et à l'opposition. Je réagis souvent assez mal quand je vois utiliser les problèmes de l'insécurité comme un thème dans le débat politique. L'insécurité, c'est quelque chose qu'on doit combattre, c'est pas quelque chose qu'on doit exploiter. La démonstration est faite une nouvelle fois qu'il s'exprime outre-mer, comme aujourd'hui à La Réunion ou en métropole. C'est la même règle qui s'applique dans son dialogue à distance avec Jacques Chirac. Lionel Jospin ne laisse rien passer. L'organisation clandestine corse Armata Corsa aurait réitéré ses menaces d'attentat dans une lettre envoyée au quotidien Le Figaro, lettre non publiée. Le ministre de l'Intérieur Daniel Vaillant refuse toute intimidation, mais plusieurs dispositifs de sécurité, comme vous le voyez, ont été renforcés. Il y a un seul survivant du naufrage du caboteur Île du Ponant, renversé et échoué à quelques centaines de mètres du port de la Turballe, en Loire-Atlantique. On recherche maintenant les corps des 4 autres marins portés disparus. Reportage Jacques Deveau et Gabriel Camille. Ce matin, les opérations ont repris sur la coque de l'île du Ponant. Sur la plage, les familles des 4 hommes d'équipage, toujours portés disparus, assistent au travail des sauveteurs. Cela fait 36 heures que le caboteur s'est retourné, et pour les équipes de sauvetage, l'objectif n'est plus le même. L'unique but que nous poursuivons désormais est de retrouver les corps. Nous n'avons aucun espoir de retrouver du personnel vivant. Seul rescapé du naufrage, le mécanicien du bateau a été secouru dans la soirée d'hier. Bien que choqué, il a pu parler au sauveteur. S'il est encore en vie, c'est parce qu'il a eu la présence d'esprit de se réfugier dans la salle des machines, un lieu étanche. Donc lui, il a gagné la zone du compartiment moteur qu'il connaissait bien. Il a demandé à ses collègues de le suivre, et apparemment, d'après ce qu'il nous a dit, ses collègues n'ont pas voulu le suivre et ils sont restés dans la zone de vie. Et donc, il n'y a plus aucun signe de vie de cette zone, actuellement. Les sauveteurs ont peu d'espoir de retrouver des corps dans l'épave. Toutes les parties habitables ont été fouillées. Reste une zone que les plongeurs vont inspecter par acquis de conscience. On va ouvrir ici pour trouver du sable derrière. Et après, on frappe. Voilà. Au moins, vous aurez essayé toutes les possibilités. Tout. Une opération qui n'a pu être menée en raison de la marée montante et qui sera peut-être tentée cette nuit. Si cela échoue, il faudra tirer au sec le bateau pour le découper. Une opération lourde, mais il n'y a plus d'urgence. Condamnation à 1 an de prison avec sursis de l'ancienne employeuse d'une femme de 65 ans que l'on obligeait à vivre recluse depuis 30 ans dans un cabanon d'une propriété de Chatou dans les Yvelines.
En Allemagne, le chancelier Schröder pris à partie comme un criminel dans une campagne de publicité politique engagée par l'opposition chrétienne-démocrate. La campagne n'a pas fait long feu. Correspondance Patrice Romden et Birgit Hanke. 3 photos et un slogan. 99, 2000, 2001, arnaques en série. Gerhard Schröder campé en récidiviste, l'idée a germé dans le cortex des stratèges de la CDU, soucieux de contrer le gouvernement et son projet de réforme des retraites. Ce ne sont pas les photos d'un criminel, ce sont juste des photos de M. Schröder, ironise le secrétaire général des chrétiens démocrates en présentant sa trouvaille à la presse. Résultat, un tollé. Le principal intéressé dénonçant cette attaque ad hominem et prenant date. Les électeurs de la CDU présenteront tôt ou tard l'addition à leur parti, dit le chancelier, qui sait qu'il joue sur du velours. Car l'indignation a gagné jusque dans les rangs de la droite, au point de faire la une du journal télévisé. Conséquence, la CDU retire son affiche et la remplace par une autre, où Albert Einstein côtoie le ministre du Travail. Sur le front du premier, la théorie de la relativité. Sur le front du second, une pseudo-formule des retraites. Et cette légende, l'un peut expliquer le monde, l'autre pas même les retraites. C'est mieux, mais reste à savoir si cette affiche-ci réussira à faire oublier cette affiche-là. L'agressivité de cette campagne de publicité révèle le malaise de la CDU. Car elle a en face d'elle un Gerhard Schröder certes ébranlé par sa gestion de la crise de la vache folle, certes chahuté à cause du passé gauchiste de certains de ses ministres, mais un Gerhard Schröder qui n'a pas encore commis la faute qui pourrait lui faire perdre les prochaines élections en septembre 2002. Reprise en fin d'après-midi à Taba, en Égypte, des négociations de paix israélo-palestiniennes. La délégation israélienne, et notamment M. Ben-Ami, ministre des Affaires étrangères, est revenue après 2 jours de suspension consécutifs au meurtre de 2 Israéliens en Cisjordanie. Selon nos informations, il y aurait de réelles avancées dans ces négociations. Du sport, du handball, après l'Algérie et le Koweït, la France affrontait en fin d'après-midi à Nantes le Brésil en phase préliminaire des championnats du monde. Les Bleus ont gagné 29-19, c'est toujours de bon augure. Voilà, un but de Richard Gilson. Football, tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Les matchs auront lieu les 10 et 11 février sur le terrain du premier club nommé, celui qui est à gauche de votre écran. 4 rencontres, comme vous voyez, entre clubs de D1, notamment un Bordeaux-Nantes. Et puis la présence assurée au tour suivant de nombreux clubs amateurs. Voilà, à Melbourne, nos internationaux de tennis, le premier qualifié pour la finale homme est André Agassi. Il a battu l'Australien Patrick Rafter en 5-7. André Agassi affrontera Sébastien Grosjean ou Arnaud Clément dimanche. Chez les femmes, la finale opposera la Suissesse Martina Hingis à l'Américaine Jennifer Capriati. À partir de demain, à Nantes, ce seront les folles journées. 3 jours de frénésie musicale pour la 7e édition de cette fête consacrée à chaque fois à un auteur ou un domaine de la musique classique en un même lieu. Ces folles journées seront entièrement composées cette année de musique russe. 200 concerts sont programmés, ce qui suppose une intense préparation, comme l'ont constaté Sophie Jouve et Blaise Grenier. Ils ont débarqué à Nantes cet après-midi avec leurs étranges bagages. 800 musiciens prêts à plonger pendant 3 jours dans le grand bain de la musique russe. Dernier réglage et dernier préparatif pour toute une ville qui se prépare une nouvelle fois à relever ce défi des folles journées, accueillir 100 000 spectateurs, plus qu'au Stade de France. J'ai dû me lever à 5h30 et j'étais déjà à faire la queue à 6h20 de façon à avoir des places. Voyez. Vous allez assister à combien de concerts? Alors j'assiste personnellement, oh là là, j'ai pas compté, mais ça doit faire à peu près 6 concerts. Pour ce grand marathon, les stars du classique sont venues de Russie et de France, et de bien d'autres endroits, avec pour tous un grand désir de partage. De voir en public, des tas de publics venir pour voir l'art russe, la musique russe. Alors ça donne des forces à des artistes pour continuer leur travail qui est en vérité très difficile. Et pendant ce temps-là, les enfants de Nantes écoutent l'histoire de ces compositeurs dont ils goûteront la musique
dès demain matin. Sur son front. Puis il attaqua le dernier mouvement, rompant avec toutes les conventions de la symphonie classique. À Nantes, la musique classique a retrouvé une nouvelle jeunesse. À l'occasion de ces folles journées de musique russe, et grâce à Irina Shostakovich, la veuve du compositeur, nous allons maintenant vous faire découvrir un document inédit datant de la fin des années 40. On y voit Shostakovich, celui qui a tout accepté et subi au nom de la musique et de la Russie, y compris le pire. Récit Michel Monpontet. Il est concentré sur sa musique et rien ne semble pouvoir le déranger. Aucun bruit, aucun souci. Mais nous sommes en 1942, durant le siège de Leningrad. Dehors, les nazis pilonnent sans cesse la ville. Cet homme, resté au milieu de la tempête, est l'un des plus grands compositeurs du siècle, Dimitri Shostakovich. Ces images miraculeusement conservées le montrent jouant ou composant, mais comme on porte une arme, pour aider, avec sa musique, son peuple à résister face aux hordes nazies. Stravinsky, lui, était à Paris, Rachmaninoff aux États-Unis. Autre document historique, mais comme un morceau d'une autre vie, si éloigné. Pourtant, nous ne sommes que 6 ans plus tard, et le héros est devenu pour le parti un traître. Il est là, dans la salle, avec ses pairs, mais écrasé. Sa musique vient d'être condamnée pour activité contre-révolutionnaire. Trop de musique, pas assez de communisme. Alors Shostakovich adhérera au parti, il sera obéissant et terrorisé. Il sera décoré comme personne par ce parti qui aura eu tant besoin de lui. Mais son regard, éternellement fuyant, apeuré, rappellera que l'ordre de Lénine fut bien planté dans le cœur d'un artiste humilié. Alors, reste sa musique. Voilà, puis je vous signale cette sortie de l'œuvre intégrale de Shostakovich aux éditions Chant du Monde. Il n'y a pas moins de 16 albums, éditions Chant du Monde. On a appris il y a quelques instants le décès du comédien Guy Tréjean. Il était âgé de 80 ans. On le voit ici dans cette pièce, Le Martin Pêcheur, c'était en 95. Il avait tout interprété à peu près au théâtre, de Pirandello à Giraudoux, de Tchekhov à Thomas Bernard. On l'avait vu également dans le film Violence et Passion de Visconti. Guy Tréjean était âgé de 80 ans. Deuxième partie de cette édition, comme tous les jeudis, partie politique en perspective des élections municipales et cantonales. D'abord le sondage Ipsos vis-à-vis Le Point Europe 1 France 2. Il concerne ce soir la ville de Rouen. 3 préoccupations principales, la sécurité, les impôts locaux et la circulation. Et pour les intentions de vote, regardez, au premier tour, la gauche l'emporterait par 38% contre 35% à la liste RPR, UDF, démocratie libérale, les Verts faisant 10%. Au second tour, si les Verts rejoignent la gauche, celle-ci l'emporterait 54% contre 46%. Rouen, qui vient de connaître un très long conflit dans les transports en commun, le conflit doit s'achever demain. Il aura marqué la campagne électorale dans une ville habituée à moins de tohu-bohu. Reportage Thomas Dandois et Bruno Livertou. Ses habitants la surnomment la Belle Endormie. À Rouen, l'air de la campagne municipale est tranquille et le tempo modérato. Il y a longtemps que vous êtes là ? Dans cette ville, ni vraiment à gauche ni franchement à droite, pas de place pour les formules agressives. Ainsi, lorsque le candidat de la droite, Pierre Albertini, croise ses adversaires sur les marchés, c'est à grands coups de courtoisie qu'il les affronte. Il faudra qu'on fasse le débat dont j'ai parlé, hein. Peut-être un débat contradictoire. Moi, je suis partant pour contradictoire au sens positif du terme. Il est en revanche un candidat qui risquait nettement moins de croiser ses rivaux ces dernières semaines. Le maire PS Yvon Robert a dû réduire ses sorties au minimum, imprévu social oblige. Encore 1000 excuses de ne pas pouvoir passer plus longtemps avec vous, mais... Son temps, il a dû le consacrer à tenter de trouver une issue au plus long conflit social qu'ait connu la ville depuis 30 ans. Pendant 5 semaines, les transports en commun sont restés partiellement bloqués. Bref, en guise de campagne, Yvon Robert annule ses rendez-vous et court de réunion en conférence de presse pour tenter une médiation. Inévitablement, le conflit devient un enjeu électoral et Pierre Albertini saute sur l'occasion pour reprocher au maire de ne pas jouer la carte de l'autorité. Et nous reprochons à Yvon Robert de n'avoir pas utilisé cette carte et d'avoir laissé pourrir une situation qui laissera, quoi qu'il arrive, beaucoup d'amertume.
L'amertume, elle est aussi chez les Verts. Le maire refuse de faire alliance avec eux au second tour. Coup de bluff, répondent les écologistes. Yvon Robert ne peut se passer de leur soutien. Cette démarche, moi je le sais, en rencontrant des militants. Yvon Robert semble vouloir nous prendre à rebrousse-poil. Nous dirons que nous voulons faire gagner la majorité plurielle et dans ce cadre, nous mènerons campagne jusqu'au premier tour. Et le soir du premier tour, au vu du score, nous pensons qu'il y aura des réajustements de position bien naturels. Réajustement pas nécessaire, estime le maire. Selon lui, sa liste représente déjà la gauche plurielle dans toute sa diversité. Le Vierge est passé une alliance avec toute une série avec des élus en place, mais qui ont autour d'eux une association constituée de plusieurs dizaines de personnes qui sont, à mes yeux, tout aussi écologistes que ceux qui ne sont pas avec moi. Voilà. Pendant 25 ans, Rouen fut le fief droite modérée de Jean Le Canuet. Ce sont les déchirements de ses héritiers qui firent basculer la ville en 1995. Cette fois, les divisions semblent avoir changé de camp. Bonsoir Dominique Vonnet. Première question sur l'actualité, sur les retraites. Comment financer les retraites sans toucher à rien? C'est possible? Je crois tout d'abord qu'on doit le dire, M. Sellière se moque du monde et se moque de nous. Parce qu'il sait pertinemment que l'âge effectif de départ à la retraite n'a pas cessé de baisser au cours des dernières années et que le patronat ne s'est jamais gêné pour demander l'aide de l'État pour préparer des plans de départ en pré-retraite. Je pense par exemple aux départs massifs qui ont eu lieu dans l'automobile, chez Peugeot, chez Renault. Il s'agit donc, pour parler cru, de proposer à davantage de gens de partir aussitôt qu'aujourd'hui, mais avec des retraites amputées. Ça n'est évidemment pas acceptable. Mais il faudra le gouvernement, retraite, on n'a pas l'argent, le gouvernement traite ce problème, mais il le fait sans hystérie, sans mollesse, mais aussi sans démagogie, en mettant en place un fonds permettant de constituer des réserves pour la période où arriveront à l'âge de la retraite un maximum de salariés on n'est pas encore de la très sûr pré-guerre. avec les histoires des licences UMTS. Mais il n'y a pas que les licences UMTS, c'est des choix budgétaires à faire au cours des prochaines années pour constituer ces réserves. Et puis je crois que le débat sur les temps de la vie doit être mené. Pas à la hussarde, en forçant l'assentiment des gens, comme cherchait à le faire M. Sellière, mais d'une façon limpide, transparente et démocratique. Je crois qu'on connaît bien les termes du problème. On étudie de plus en plus longtemps. Beaucoup de jeunes éprouvent encore des difficultés à trouver leur premier emploi avant 22, 23, 24, 25 ans. Il n'est donc pas raisonnable de leur proposer, et cela alors qu'il y a encore 2 millions de chômeurs, de cotiser plus longtemps. En revanche, il faut s'interroger sur les rythmes de la vie, les temps de la formation, les temps au cours duquel on change de métier, parfois de région. Pendant la vie, c'est de plus en plus fréquent. Et puis aussi les modalités de cessation de l'activité. Il y a de plus en plus de gens qui trouvent difficile, se couperaient. Un jour, on travaille à temps plein et on s'épuise pour gagner sa vie, puis le lendemain, on n'a plus d'existence sociale. C'est aussi ce genre de débat qu'il faudrait ouvrir et que le gouvernement est prêt à ouvrir. Crûment, à quoi servent les Verts maintenant? Parce que je vous voyais sourire sur le reportage de Rouen. Vous avez l'impression que tout le monde vous a piqué votre fonds de commerce et que maintenant c'est difficile d'avoir une identité? Alors, je ne suis pas du tout inquiète sur l'utilité des Verts et je constate que la plupart des thèmes qui sont aujourd'hui au cœur du débat politique ont été défrichés par les Verts il y a quelques années dans l'indifférence ou l'amusement général, même pour les 35 heures. En 1995, j'ai fait campagne pour les 35 heures à un moment où les candidats des deux grands blocs politiques trouvaient ça amusant mais pas très sérieux. Aujourd'hui, c'est une réalité pour des millions de salariés. Non, ce qui m'a amusé tout à l'heure dans le reportage, c'est de voir que finalement, le maire de Rouen, pour n'avoir pas su faire l'alliance avec les Verts, s'était inventé ses écologistes à lui, bien dociles et bien propres sur eux, sans doute. Donc, moi, je voudrais lui redire, effectivement, que la majorité plurielle, c'est pas un truc de campagne, c'est un vrai choix stratégique, que nous y croyons, que nous pensons que les Verts, c'est la chance de la gauche, et que nous l'aidons à être plus belle, plus moderne, plus en phase avec les attentes de la société. C'est vrai pour la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols, la qualité de l'alimentation. C'est vrai aussi pour des choix courageux que la gauche traditionnelle n'est malheureusement pas en état de faire à cette heure. Je pense par exemple à la réorientation en profondeur de l'agriculture ou aux choix qui sont à faire en matière de transport collectif. Tout ça, ça
va dans le sens que vous avez dit récemment, vous avez parlé d'un parti extravagant à propos de la position du Parti Socialiste. Vous les trouvez trop hégémoniques, qui vous empêchent de vivre? Disons que la proportionnelle, pourquoi pas, mais on discutera de ça plus tard, ça a quelque chose de grotesque. Parce que je voudrais quand même vous rappeler, nous avons actuellement 5 députés à l'Assemblée nationale, ça fait 1% des parlementaires. C'est quelque chose qui évidemment ne permet pas la représentation, non pas des hommes ou du parti, mais des préoccupations que portent les Verts. On le voit dans nos grands débats sur la chasse, sur les choix énergétiques, sur les choix fiscaux. Moi j'en fais le constat. Aujourd'hui, on est en train de composer des listes pour les municipales. Comment on les compose? À la proportionnelle des sensibilités qui figurent sur ces listes. Comment les gros partis opèrent-ils leurs alliances avec leurs partenaires les plus proches? À la proportionnelle. Traditionnellement, le Parti Socialiste, par exemple, propose au PRG un certain nombre de circonscriptions en fonction du poids de celui-ci dans la société. Nous, on souhaite que cette répartition soit faite par les électeurs et pas par les appareils des partis. Et on souhaite le scrutin proportionnel. Mais ça, c'est un souhait, mais ça n'arrivera pas. Ça arrivera forcément. Qu'est-ce que vous dit le Premier ministre là-dessus? Alors, le Premier ministre demande du temps. Mais il oublie qu'il a signé un accord politique avec les Verts qui prévoyait la mise en place de la proportionnelle avant 2002. Puis surtout, le Premier ministre, il n'a pas regardé le sondage qui a été commandé par les Verts à l'Institut CSA et qui montre qu'une écrasante majorité de Français sont favorables avec une dose de proportionnelle, non seulement pour le scrutin législatif, mais aussi pour les cantonales. Moi, je ne comprends pas ce mode de scrutin tellement déconnecté de la réalité des gens, notamment dans les villes. Qui est capable de dire quel est le nom de son conseiller général dans les grandes villes aujourd'hui? Vous ne seriez peut-être même pas capable vous-même de le dire. Me demandez pas à moi. Ça veut dire que pour vous, Lionel Jospin ne tient pas toutes ses promesses à votre égard? Lionel Jospin est un homme prudent. Et je l'invite à surmonter les réticences qu'il peut avoir à tenir des engagements qui ne sont pas seulement des contraintes ou des concessions à l'égard de petits partenaires, mais qui constituent aussi des ferments de rénovation de la vie politique. Moi, je crois que si les Français sont favorables à la proportionnelle, c'est pas seulement pour que les Verts soient mieux représentés, c'est aussi parce qu'ils sont bien conscients du fait que l'Assemblée nationale ou le Sénat sont un peu trop blancs, un peu trop âgés, un peu trop occupés par les mêmes professions depuis toujours. Donc il nous faut une Assemblée, effectivement, plus féminisée. Ce sera, je l'espère, possible grâce à la parité, mais aussi plus proche de la population, plus populaire, plus métissée, plus proche des préoccupations des gens. Votre année 2001, en quoi sera-t-elle utile selon ce vocable célèbre maintenant? Alors j'ai quelques gros chantiers à terminer, notamment pour ce qui concerne la mise en œuvre de la loi sur les déchets. Elle date de 1992 et la loi avait donné 10 ans aux collectivités locales pour mettre en place une collecte sélective des déchets et réduire de façon importante la part des déchets qui est incinérée ou qui est mise en décharge. Ce rendez-vous est proche maintenant, donc il faut qu'on intensifie notre travail avec des nouvelles équipes municipales si besoin au lendemain des élections. Et puis je prépare une loi sur l'eau qui devrait permettre de mettre en œuvre vraiment le principe pollueur-payeur, de faire en sorte que chacun comprenne ce qui est écrit sur sa facture et soit sûr que son argent est bien utilisé dans ce domaine. En préparant cet entretien avec Gérard Leclerc, on notait que la France était 14e sur 15 dans l'application des directives européennes. Ça vous agace, ça aussi? Alors la France est d'une certaine façon la championne de la législation. On a un nombre de textes invraisemblables, mais dans le domaine de l'environnement, il y a des textes qui ne sont pas respectés ou qui sont remis en cause. Je pense par exemple à la loi littorale ou à la loi montagne qui subissent les coups de boutoir de certains élus désireux de bétonner ou de construire. Des élus de droite et de gauche? Oui, bien sûr, bien sûr. Si je voulais faire œuvre de politicienne, j'accuserais tel ou tel camp, mais hélas, c'est une maladie assez bien partagée dans la classe politique. Il y a les lois qui sont imparfaitement appliquées et c'est celles qui concernent souvent la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols. Pour bien faire mon travail, pour être mieux en phase avec les attentes des Français qui sont de plus en plus exigeants sur ces questions, qui veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette, qui veulent être sûrs qu'ils ne construisent pas dans une zone inondable, qui veulent être sûrs que les émissions de l'usine qui est à côté d'eux ne va pas mettre en péril leur santé ou celle de leurs enfants. Nous avons besoin de davantage de vote vert au mois de mars. Quel est l'état du parti des Verts? On a l'impression que c'est plus que pluriel. Alors on dit Noël Mamère qui est candidat présidentiel, il y a José Bové qui pourrait pointer son nez selon l'une des composantes des Verts. Vous-même, on suppose qu'un jour ou l'autre vous déciderez d'être candidate, non? Alors, à quoi ça sert la présidentielle? Pour les candidats des très gros partis qui ont l'espoir d'être au second tour,
les choses se passent d'une façon un peu différente. Des très nombreux candidats qui font un tour de piste, avec pour certains d'entre eux la volonté de se constituer une part de marché dans le star system politique, pour d'autres le souci prioritaire de porter un projet politique. J'ai la prétention, pour ce qui concerne les Verts, d'être plutôt de cette dernière catégorie, et le candidat qui sera choisi par les Verts, je ne sais pas encore qui il sera, aura d'abord à cœur de... Je n'ai pas pris de décision. Ni en positif ni en négatif, mais je considère qu'avant de se poser la question de savoir qui ira au présidentiel et pourquoi faire, nous avons un rendez-vous le 11 mars et le 18 mars. Les Verts sont très attendus sur le terrain, dans les villes où ils présentent des listes autonomes, mais aussi dans les villes où ils sont présents pour peser sur les listes d'union de la majorité plurielle. Moi j'espère qu'on aura des milliers d'élus le 18 mars et que ça nous donnera du cœur au ventre pour préparer les présidentielles. À propos de Noël Mamère, quelquefois vous enviez sa liberté de parole, vous dites tiens au fond je ne serais pas ministre, ça serait plus facile. Bien sûr, j'envie sa liberté de parole, j'envie parfois aussi son aisance pour trouver la petite phrase qui fait mouche. On n'a pas la même personnalité, pas la même façon de s'exprimer, on n'a peut-être pas non plus, je dirais, les mêmes fans, hein, parce que cette façon de s'exprimer ne convient pas forcément à tout le monde non plus, mais je vous rappelle que Noël Mamère n'est pas un adversaire pour moi. J'ai choisi de construire avec lui une majorité au sein des Verts. Nous croyons, lui et moi, et bien qu'il ait rejoint les Verts plus récemment que moi, nous croyons lui et moi très fort dans le fait que ce parti a un grand avenir, pas tant en termes électoraux qu'en termes de mobilisation de la société. Et je constate que nos militants sont à l'aise sur le terrain, qu'ils ont l'impression d'être compris et de susciter plutôt de la sympathie que de la colère. Mais vous-même, après plus de 3 ans au gouvernement, vous vous sentez usé ou désabusé devant le travail que vous avez fait? Alors la tâche est lourde. La tâche est lourde et je pense que comme dans toute tâche lourde, on a besoin de moments de respiration. Ça peut être des vacances, ça peut être des campagnes électorales, ça peut être des moments où on dresse des bilans. Il est évident que dans quelques semaines, je vais battre le record de longévité au ministère de l'Environnement. Ce sera pour moi évidemment l'occasion de tirer un bilan et de vérifier non seulement que j'aurais semé des petites graines dans les discussions gouvernementales en posant des questions que personne d'autre n'aurait posées si je n'avais pas été là, sur la politique énergétique, sur la politique des transports, sur la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. D'accord, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Bah oui. Alors moi je suis fière de ce bilan. Je suis fière d'avoir sorti les Verts de la marginalité. Je suis fière aussi de voir qu'il y a tant de militants sur le terrain qui ont énormément appris notre participation gouvernementale sans renoncer à aucune de leurs idées et de leurs priorités. Donc ce travail qui a été fait devait être fait. Et pour ma part, je ferai tout ce qu'il faudra pour que la majorité plurielle continue son travail. Ça demande évidemment que les Verts prennent plus de place au sein de cette majorité. Juste une petite question concernant Dole. Si vous gagnez, que faites-vous? Vous restez? Si vous perdez, que faites-vous? Vous renoncez à toute carrière politique? Oh non, certainement pas. Soyons clairs, je me battrai à la tête d'une liste d'union des forces de gauche et écologistes pour gagner aux élections municipales de Dole. Et je l'ai dit aux Dolois, si je gagne, je serai présente et j'assumerai mes responsabilités, ce qui exclut de sauter d'une élection à l'autre et de zapper. On n'est pas en train de s'amuser sur le dos des gens. Si je me présente aux élections, c'est parce que je pense que Dole, qui est une ville magnifique et que j'aime, a besoin d'un coup de pouce pour redémarrer et que je pense être la bonne personne pour l'aider à le faire. Merci Dominique Vonnet. Voilà, ainsi se termine cette édition qui a été préparée dans des conditions inhabituelles et réduites en raison du mouvement de grève qui affectait aussi France Télévisions pour le maintien du régime des retraites. Je vous rappelle la principale information, elle concerne justement cette manifestation imposante, impressionnante, démonstration populaire d'unité syndicale pour la défense des retraites dans la plupart des grandes villes de France. Ils étaient des dizaines de milliers à défiler. Il y a eu un grave incident à Lille. Un pompier a été blessé par des gendarmes mobiles. Puis j'ajoute dans le carnet rose que Céline Dion a donné naissance à René Charles. Ça plaît beaucoup à Dominique Vonnet. La météo dans quelques instants avec Patrice Drevel. Le point route avec Valérie Maurice. À 21h, envoyé spécial proposé pour la première fois par Guylaine Chenu et Françoise... et Françoise Joly sur les thèmes de la vache folle, autopsie d'une crise, les femmes marocaines et les branchés ringards. 3 bons programmes pour envoyer spécial. À 23h10, comme au cinéma avec Frédéric Lopez. À 1h30, le dernier journal sera présenté par Jean-Claude Renaud. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise David recevra Patrick Devedjian, le porte-parole du RPR. À 13h, vous trouverez Gérard Rolls et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.